Bonjour Manuel Bompard, vous êtes député Bonjour. des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Est-ce que vous avez lu l'article 68 de la Constitution française ? Oui. Qui stipule tout de même que les décisions prises en application du présent article sont à la majorité des 2/3 des membres, soit 617 parlementaires. Ça ne vous a pas échappé, mais combien de parlementaires de la France Insoumise ? Mais en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas le sujet ? Un petit peu quand même. Il y a 72 parlementaires au sein du groupe de la France Insoumise, mais là, pour que les gens qui nous écoutent le comprennent, on est en train de parler de l'article qui précise les modalités de destitution du président de la République et que ces modalités, elles nécessitent plusieurs étapes. Une première étape, c'est de déposer cette demande de destitution et pour ça, il faut 1/10 des députés à l'Assemblée nationale. Vous allez le faire ? Bien évidemment, puisque le président de la République cherche à s'asseoir sur le résultat des élections législatives qui ont eu lieu il y a maintenant presque 2 mois. Les Français ont voté, ils ont voté quelque chose, et aujourd'hui vous avez un président de la République qui tout simplement n'en tient pas compte et fait comme si ça n'avait pas existé. Et ça ne peut pas se faire sans une réaction de la société française dans son ensemble, et la destitution fait effectivement partie des éléments possibles pour pouvoir réagir. Donc je reviens sur la procédure, il faut 58 députés pour pouvoir déposer cette demande. Et effectivement, à la fin du processus, il faut un vote des 2/3 des députés à l'Assemblée nationale. Or, ça ne vous aura peut-être pas échappé que les députés macronistes, issus des 3 groupes de l'ex-minorité présidentielle, représentent moins d'1/3 des députés à l'Assemblée nationale. Donc vous appelez aujourd'hui le Rassemblement national à voter cette destitution ? Mais pas seulement le Rassemblement national. Tous les députés qui disent quand ils prennent la parole sur les plateaux de télévision ou auprès de leurs électrices et leurs électeurs, qui sont opposés au président de la République. Si à un moment on est opposé au président de la République, il faut aller au bout de la logique des choses et donc ne pas accepter, quel que soit d'ailleurs ce qu'on peut penser en termes programmatiques, on ne peut pas accepter un coup de force présidentiel comme celui antidémocratique, comme celui auquel on est en train d'assister. Vous appelez à manifester le 7 septembre prochain également. Votre ambition, on l'a compris, maintenir la pression sur Emmanuel Macron. Si ce dernier ne répond pas à vos attentes, est-ce que vous pourriez renouveler cette opération ? C'est-à-dire qu'il y a cette destitution que vous allez engager, vous allez déposer cette demande de destitution ? Oui, on va la déposer dans les prochains jours. Pour que les choses soient très claires, et je réponds par là même à votre deuxième question, nous avons dit face à ce coup de force antidémocratique du président de la République, censure, mobilisation, destitution. Censure, c'est-à-dire que tout autre gouvernement, qu'un gouvernement du nouveau Front populaire conduit par Lucie Castet sera ou se verra opposer de notre part une motion de censure, se verra opposer de notre part une motion de censure, effectivement. Deuxièmement, mobilisation. Et il y a une initiative qui a été prise par des organisations étudiantes et lycéennes pour appeler à manifester le 7 septembre. Ça sera exactement 2 mois après le résultat des élections législatives. Et effectivement, nous appuyons cette proposition de mobilisation et nous appelons à y participer. Et troisièmement, destitution, c'est l'article 68 de la Constitution, nous en avons parlé. Vous comparez Emmanuel Macron depuis plusieurs jours au président MacMahon à la fin du 19e siècle qui avait parié sur une dissolution, perdu les élections. Je résume, avait résisté avant de laisser le pouvoir à la gauche et démissionner. Est-ce que vous souhaitez, si cette opération de destitution du président de la République ne va pas jusqu'au bout, qu'il démissionne ? Je souhaite qu'il s'en aille, effectivement, dans tous les cas. Mais je vois bien qu'il n'a pas l'intention de partir par lui-même. Et donc, il faut l'aider. Et pour l'aider, effectivement, l'article 68 de la Constitution est le seul moyen que nous avons à notre disposition pour ça. Et moi, j'aurais préféré que le président de la République prenne acte du résultat des élections législatives. Enfin, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais partout dans le monde, partout en Europe, par exemple, la presse internationale ne comprend pas pourquoi, alors que le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives, que le nouveau Front populaire est le bloc politique qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, personne ne comprend pourquoi le nouveau Front populaire n'est pas déjà en train de gouverner le pays. Et je ne vous dis pas ça seulement parce que je pense que le nouveau Front populaire a des idées qui permettraient d'améliorer la vie des Françaises et des Français. Je le dis aussi au nom d'un certain attachement à la démocratie. Et je pense que même des gens qui sont nos adversaires politiques et qui ne partagent pas nos idées devraient comprendre qu'on ne peut pas accepter l'idée que quand on va voter à une élection, finalement, après, on peut s'asseoir sur le résultat de ces élections. Parce que ça va produire, vous le savez comme moi, une remise à distance de la politique. Ces élections législatives, elles ont vu une participation qui était une participation beaucoup plus importante que les élections précédentes. Et si on donne l'impression que voter ne sert à rien, il ne faudra pas s'étonner la fois d'après que les gens n'aient pas envie de venir voter. Je vous entends, mais lorsque vous regardez l'hémicycle dans sa globalité, est-ce que vous estimez que les Français, lors de ces élections, ont plutôt voté à gauche ou ont plutôt voté à droite? Nous diffusons justement pour nos auditeurs d'Europe 1 ce graphique qui illustre tout de même que les Français ne vous ont pas donné une majorité absolue. Mais ça ne m'a pas échappé que nous n'avons pas une majorité absolue. Nous avons environ 193 sièges
du nouveau Front Donc vous populaire. pouvez peut-être comprendre la logique du président de la République. Mais non, pas du tout. Parce que c'est le président de la République, depuis 2022 par exemple, il avait bien installé à l'époque Madame Borne comme première ministre, alors qu'il ne disposait pas d'une majorité absolue. Il y a une force politique qui est arrivée en tête de ces élections. C'est à elle qu'il faut confier la responsabilité de constituer un gouvernement. Et ensuite, c'est au nouveau Front populaire de chercher sur ces différentes propositions des majorités à l'Assemblée nationale. Et nous étions prêts à le faire, et nous sommes toujours prêts à le faire. Si nous arrivons demain au gouvernement, nous allons par exemple déposer une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Et nous trouverons une majorité à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr. Et nous trouverons une majorité à l'Assemblée nationale. Nous voulons proposer l'augmentation. Y compris avec les voix du Rassemblement national. Mais avec les voix, mais il n'y a pas que le Rassemblement national. Il ne faut pas à chaque fois me dire le Rassemblement national. Vous en avez besoin. Mais monsieur, il y a 577 députés. Tout à fait. Soit on considère que les députés du Rassemblement national, on les met de côté et puis que la majorité, elle se fait sur le reste. Mais sauf que c'est pas comme ça que fonctionnent nos institutions. Donc à partir du moment où je dépose une proposition de loi à l'Assemblée nationale, elle s'adresse à l'ensemble des députés. Je parlais de la réforme, de l'abrogation de la réforme des retraites, mais je le dis parce que je pense que c'est important. La séquence, elle est un peu politicienne, excusez-moi. Tout à fait. Mais s'il faut que si je pense que le nouveau Front populaire doit gouverner le plus rapidement possible, c'est parce qu'il y a des problématiques, des souffrances, des préoccupations qui ont été exprimées par les Françaises et les Français et qu'il faut être en capacité d'y répondre. L'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC. Mais bien sûr, nous avons tout chiffré. Nous sommes par une hausse des impôts, des taxes. Mais non, pas du tout. Vous ne savez pas comment fonctionne notre système de retraite. Il ne peut pas être financé par l'impôt. Il est forcément financé par des cotisations. Par exemple, en faisant en sorte d'agir pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ça permet de rentrer à peu près 10 milliards d'euros de cotisations supplémentaires. Par exemple, en imposant et en soumettant les dividendes à cotisation, ça permet, pour le simple CAC 40, les dividendes versés au CAC 40, c'est à peu près 14 milliards d'euros. Taxe sur l'impôt des cachés, caché tout de même. Non, c'est pas caché, c'est tout à fait assumé, monsieur. Et je considère effectivement que pour financer notre système de retraite, il me semble que, par exemple, les dividendes qui sont versés aux actionnaires peuvent aider et on peut prendre quand on sait on a vu cette année, on a atteint un record historique de versement des dividendes. Donc oui, j'assume de dire qu'on peut mettre à contribution les dividendes si ça permet aux Françaises et aux Français de partir à la retraite plus tôt. Sur le nouveau Front populaire, est-il en train de se fissurer lorsque l'on voit ce qui s'est passé par exemple hier au sein du Parti socialiste? Ils ne sont pas tous d'accord sur la stratégie adoptée. Vous avez beaucoup parlé de la destitution. Vos collègues du nouveau Front populaire ne vous suivent pas sur ce point. Ils sont assez nombreux tout de même pour l'instant. Et concernant cette censure du nouveau Premier ministre, y compris un nouveau Premier ministre qui serait issu de la gauche, mais non issu du nouveau Front populaire, là encore, vous n'êtes pas suivi. Il y a des dissensions au sein du Parti socialiste. Est-ce que vous estimez que le nouveau Front populaire peut se fissurer? Je vois votre petit sourire. Mais non, ça me fait sourire parce que depuis le premier jour, en fait, depuis que le nouveau Front populaire a été constitué, on me dit est-ce que vous ne pensez pas que le nouveau Front populaire ne va pas tenir? Et finalement, il a tenu à chacune des étapes. On a présenté des candidatures ensemble, on a présenté un programme ensemble, on a présenté une candidate à la fonction de Premier ministre ensemble. Et s'il peut y avoir effectivement des dissensions au sein du Parti socialiste, ce n'est pas des dissensions au sein du nouveau Front populaire. Sur le nouveau Front populaire, sur l'idée que nous allions censurer un autre gouvernement que celui de Lucie Castet, j'ai entendu Olivier Faure, j'ai entendu Marine Tondelier, j'ai entendu Fabien Roussel dire tous exactement la même chose que celle que je viens de vous dire sur ce plateau. Quant à l'appel à la mobilisation le 7 septembre, j'ai entendu Marine Tondelier hier dire qu'elle y était favorable. Et je crois savoir, je ne veux pas parler à leur place, que d'autres vont y être favorables. On verra s'ils l'annoncent dans les prochaines heures. Donc il me semble au contraire que le nouveau Front populaire continue à avancer ensemble, même si je le constate comme vous qu'il y a une branche au sein du Parti socialiste qui préférerait en quelque sorte venir participer à des opérations de soutien ou de maintien de la Macronie au pouvoir. Bon, je le regrette, c'est pas pour ça que les électrices et les électeurs ont voté. Ils ont voté pour qu'on tourne la page de la politique d'Emmanuel Macron et j'ai bien l'intention de le mettre. Ce sont des élus béquilles utiles du président de la République? Moi, je vais pas chercher à polémiquer avec eux. Je dis juste qu'il faut entendre que s'il y a eu un vote massif pour le nouveau Front populaire aux élections législatives, c'est notamment parce qu'il y avait une volonté extrêmement forte dans ce pays de tourner la page de la politique d'Emmanuel Macron. Et si certains qui ont été élus avec ces voix-là, finalement venaient servir de béquille, comme vous le dites, à Emmanuel Macron, je pense que ce serait une trahison du vote des électrices et des électeurs. Monsieur Bompard, l'antisémitisme est-il
résiduel en France? L'antisémitisme n'est pas résiduel en France. Vous faites référence à un propos qui a été tenu par Jean-Luc Mélenchon et qui évoquait les manifestations pour le cessez-le-feu à Gaza. Et il disait, et il a raison sur ce point, je suis d'accord avec lui, qu'il n'y avait pas d'antisémitisme dans ces manifestations. Et il l'avait évoqué à ce moment-là, il avait utilisé à ce moment-là le terme de résiduel. Maintenant, j'observe qu'il y a eu, par exemple, la semaine dernière, cet incendie criminel, manifestement attentat, puisque le parquet antiterroriste a été saisi à la Grande Motte. Et je veux vous dire que j'ai ouvert le discours qui a été le mien lors de la cérémonie, du meeting de clôture, de nos universités d'été dimanche à Valence. Et effectivement, les premiers mots que j'ai eus, c'était des mots de compassion, de solidarité avec nos compatriotes de confession juive. Et j'ai dit une chose très simple: à chaque fois qu'une personne en France sera attaquée, menacée en raison de sa confession religieuse, de sa couleur de peau, il nous trouvera à ses côtés. Et il nous a toujours trouvés à ses côtés. Et j'observe que depuis... Il y a des représentants néanmoins de la communauté juive et je par rapport à ce qui s'est passé. Vous trouvez ça scandaleux? Oui, je trouve ça scandaleux. D'abord, c'était essentiellement des représentants politiques. Et je vais vous dire, face à des fléaux comme le racisme, l'antisémitisme, quand il y a des actes d'une telle gravité, on fait bloc, on fait front, on ne cherche pas à créer des divisions artificielles. Mais vous pouvez comprendre que parfois certains propos politiciennes de votre leader, Jean-Luc Mélenchon, ont pu choquer, y compris, cela fait une petite dizaine d'années, que ce soit à l'égard de Pierre Moscovici, à l'égard d'Elisabeth Borne, à l'égard de Yael Braun-Pivet. Ne dites pas des choses comme ça, parce que franchement, tout dans le parcours de Jean-Luc Mélenchon, tout dans le parcours de n'importe quel des dirigeants insoumis démontre un attachement viscéral à l'égalité entre les citoyennes et les citoyens et au refus de toute forme de discrimination, de violence, d'attaque en raison de sa confession religieuse ou de sa couleur de peau. Par exemple, c'est pas correct ce que vous faites, vous citez des noms. Madame Borne... C'est pas correct? Non, c'est pas correct, je vous le dis sincèrement. Madame Borne, à quel moment y aurait-il eu quelques propos que ce soit? Vous savez pourquoi vous dites ça? Parce que Mathilde Panot, dans une intervention qui a été tenue à l'Assemblée nationale, après les élections législatives, exclusivement ce point-là, avait dit: Madame Borne, vous êtes une rescapée du résultat des élections. Et on avait dit à Mathilde Panot qu'elle avait utilisé ce terme en raison de la confession religieuse de Madame Borne, ce qui n'était bien évidemment pas le cas. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, je pense que vous savez également ce qui est parfois visé. J'essaye de l'être, et si vous l'êtes vous-même, je l'espère. J'espère que vous pouvez l'être aussi. Mais Jean-Luc Mélenchon avait par exemple accusé Elisabeth Borne, fille effectivement d'un rescapé de la Shoah, de rallier un point de vue étranger au moment de ce qui s'était passé le 7 octobre, de ces attentats. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, de camper à Tel Aviv. Mais à quel moment ce terme-là aurait une quelconque... Enfin, franchement, vous voyez... Non, mais est-ce que vous comprenez que ça peut heurter? Après qu'il y ait une instrumentalisation politicienne, écoutez, je vais vous dire, peut-être, mais est-ce que vous pouvez comprendre que ça peut heurter également? Si ça heurte des gens, je leur dis qu'ils sont dans l'erreur, qu'à aucun moment, aucun de nos actes, aucun de nos propos ont eu une quelconque volonté d'accepter une discrimination en France en fonction de sa confession religieuse. Et c'est même plutôt l'inverse. Vous savez, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, elle a toujours été au cœur des engagements de la gauche et en particulier de la France insoumise. Et donc je forme le vœu qu'on arrête ces formes de petites opérations politiciennes sur des drames, sur des événements aussi dramatiques que celui qui a eu lieu samedi. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, en faisant ça, on donne le point en quelque sorte à ceux qui essayent de nous fracturer et de nous diviser. Il ne faut pas de division artificielle contre ces fléaux, et notre clarté, elle a toujours été totale et elle le restera. Et cette clarification, je crois que c'est le terme à la mode en ce moment, est saine de votre part. Le conducteur suspecté d'avoir tué un gendarme dans les Alpes-Maritimes lundi soir lors d'un contrôle routier compte 10 condamnations à son casier judiciaire pour des infractions à la circulation routière, mais aussi des atteintes aux personnes. Sylvain Maillard, qui était à votre place hier matin, nous disait: on ne respecte pas suffisamment les policiers et les gendarmes en France. France qui est, selon lui, face à une crise de l'autorité. Est-ce que vous partagez cette analyse? D'abord, je veux dire bien évidemment mes condoléances à la famille du gendarme qui a été tué après ce refus d'obtempérer. Mes condoléances aussi bien évidemment à l'ensemble de ses collègues. Un refus d'obtempérer, c'est un délit, et quand on est au volant et quand on a un gendarme ou un policier qui nous demande de s'arrêter, il faut s'arrêter. Ça, c'est la loi. Et quand on ne le fait pas, on doit être poursuivi et condamné pour cela, tout simplement. Et donc je forme le vœu que la personne qui s'est rendue coupable de ce refus d'obtempérer soit retrouvée, il l'a été, et puisse ensuite être condamnée, que la loi soit appliquée en France, tout simplement. Et sur ce sujet aussi, je voudrais qu'on fasse preuve d'un petit peu d'intelligence. Nous avons dit à plusieurs reprises
qu'il n'était pas normal de mourir suite à un refus d'obtempérer. Ça a donné lieu à un certain nombre de dénonciations de notre part, par exemple après le drame, la mort de ce jeune homme Naël il y a 1 an maintenant. Mais on peut à la fois dire qu'il n'est pas normal de mourir suite à un refus d'obtempérer et à la fois dire qu'il n'est pas normal de refuser d'obtempérer et que quand on refuse d'obtempérer, on doit être condamné pour cela, tout simplement. Vous voyez, peut-être qu'après l'été qu'on a connu, on va peut-être maintenant être capable de faire preuve d'un petit peu de nuance, de cesser les caricatures absurdes. J'ai entendu que la France insoumise était anti-policier ou anti-gendarme, ce que nous n'avons jamais dit, bien évidemment. Peut-être qu'il y a une légère inflexion aussi. Mais pas du tout. Il y a ce sentiment-là, normalement, de votre part. Non, mais cet été. Mais je ne crois pas du tout, en fait. Sujet. Mais en fait, le problème, c'est que vous caricaturez les positions qui sont les nôtres, et ensuite, quand je les précise, vous voulez faire croire que j'ai changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Je suis tellement anti-policier que je suis pour en embaucher des policiers supplémentaires. Je suis tellement anti-policier que s'il y avait un gouvernement du nouveau Front Populaire, nous aurions d'ores et déjà rétabli des brigades de police de proximité. Et vous voyez, pour quelqu'un qui serait anti-police, je trouve que là, il y a une forme de contradiction. Donc, essayez. Je n'ai jamais dit ça. Mais je ne vous fais pas de reproche à vous, mais je voudrais juste que dans le débat public, on essaye d'accepter que les choses, elles sont pas toutes noires ou toutes blanches, qu'on peut essayer de faire preuve parfois de nuances, qu'on peut dire à la fois que c'est pas normal de mourir après un refus d'obtempérer, parce que c'est pas les peines qui sont prévues dans le code pénal, et en même temps de dire que quand un policier meurt suite à un refus d'obtempérer, c'est un drame, quand un gendarme meurt suite à un refus d'obtempérer, c'est un drame qui doit avoir notre soutien, nos condoléances comme je l'ai fait, et que bien évidemment la personne qui s'en est rendue responsable doit être condamnée pour cela. Ça me paraît simple. Merci beaucoup Manuel Bompard. C'était l'heure de votre grande interview sur CNews Europe.